Le Surnateum possède des armes étranges provenant de tous les temps, de toutes les époques et de tous les lieux possibles et imaginables. Et en particulier, un fusil de lycanthrope. Après avoir acquis le court mousquet, il était évident que d'un côté de ce mousquet se trouvait une tête de loup. Des discussions avec des spécialistes d'armes confirment qu'elle est bien de facture ottomane et date vraisemblablement de la fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. Le système de percussion est toujours à silex et pas encore à amorce. D'après expertise, par la suite, on découvre qu'il s'agit des dents d'un chien. Le loup est lié à une partie des Ottomans, surtout les Turco-Mongols. Dans le récit mythologique des Turco-Mongols, qui s'appelle l'Ergenekon, on raconte l'histoire suivante. Les Mongols étaient enfermés dans une caldeira, c'est-à-dire encerclés par une chaîne de montagnes infranchissables. Les villages qui se trouvaient dans cet espace passaient leur temps à se faire la guerre. Un jour, une troupe de tueurs arrive dans un village et élimine tous les habitants, mais laisse survivre un gamin. Il l'abandonne en se disant qu'il n'allait de toute façon pas survivre longtemps. Puis, pris d'un remords parce qu'ils ont été trop bons, décident donc de retourner achever leur travail. Entre-temps, une louve que l'on nomme Azena arrive dans le village, s'empare du gamin et le traîne dans une caverne assez grande où elle va pouvoir l'élever et l'éduquer. Mais en grandissant, il n'a qu'une seule copine, la louve, avec qui il va faire 10 enfants, qui seront donc, par définition, des hommes loups, donc des lycanthropes. Le mythe du loup-garou ou du lycanthrope est quand même un mythe universel et extrêmement difficile à définir de manière pointue et unique. Un lycanthrope est un humain et un loup en même temps. Pour revenir aux enfants lycanthropes d'Azena, le troisième fils de la louve s'appellera Ashina. Ashina pulvérisera les montagnes et permettant ainsi aux Mongols de se répandre dans la steppe. Le loup deviendra donc l'élément ou l'animal totem essentiel de ces tribus. En fait, ça ressemble assez au mythe de Romulus et Rémus à Rome, ou peut-être par certains côtés à Mowgli qui est élevé par des loups. Les mythes du loup-garou se retrouvent aussi bien dans la Grèce antique, avec Zeus qui, pour se venger, obligera le roi à se transformer en loup. Nous avons aussi le berserker, le guerrier mythique des mythologies scandinaves, qui dans sa folie furieuse se transforme en ours, le berserker, ou en Ulfednar, le lycanthrope. Il y a aussi les Benedanti, les sorciers qui, au travers du rêve, se transforment en lycanthropes pour combattre les sorcières maléfiques qui ruineraient les récoltes pour l'année à venir. Il y a bien entendu le chaman qui utilise en rêve la puissance du loup, donc on va le retrouver absolument partout. Alors, ce pistolet est particulier parce qu'il ne s'agit pas non seulement d'un loup, mais de plus que ça. Si l'on examine l'arme, on se rend compte d'abord de manière amusante que la langue bouge,
et que sur le pourtour de l'arme en fil d'argent sont gravés des serpents. Il y en a ici, il y en a de l'autre côté. Ce ne sont pas des serpents à proprement parler, ce sont des dragons. Et un dragon en particulier, l'Éverne, est un dragon qui a une tête de loup et qui crache le feu par la bouche et par l'autre côté également. Donc on peut dire qu'il pète des flammes pour être poli. Alors, l'Éverne est aussi une représentation du grand ciel bleu, qui est le dieu suprême chez les Mongols, Tengri ou Tanri. Donc la possession d'une arme de cette haute qualité, une arme quasi exceptionnelle, c'est qu'elle appartient à un khan, à un chef, ou un kagan, un chef des chefs. Je veux dire, s'il avait vécu jusque-là, Genghis Khan aurait certainement reçu une arme de ce type en cadeau. D'accord ? Elle n'est pas très efficace pour la chasse ou tout ce qu'on veut, mais pour tirer sur une courte distance, croyez-moi, ça suffit largement. C'est impossible de ne pas savoir que le mythe du loup-garou est profondément lié au mythe des balles d'argent. Le complément parfait du fusil de loup-garou. Celles-ci sont en argent pur et elles ont été forgées, parce qu'il faut quand même plus de 900 degrés pour faire fondre de l'argent, ce qui n'est pas le cas du plomb. L'illustration que vous voyez date de 1892. On voit des gens utiliser un court bousquet pour tirer dans une tombe. En fait, c'est l'équivalent de placer un pieu dans le cœur du futur loup-garou ou du vampire pour lui percer le cœur et l'empêcher de revenir dans le monde des vivants. Pourquoi l'argent ? L'argent est le métal de Hécate et de la lune en général. Or, la lune, Hécate, est maîtresse et déesse de la sorcellerie. Parce qu'elle s'occupe des sorts, il est impossible de jeter un sort sur son métal. Et donc, il n'existe aucun sortilège rendant le sorcier invulnérable à une balle d'argent. Depuis quand utilise-t-on des balles d'argent contre les loups-garous ? La légende veut que Chastel, celui qui a tué la bête du Gévaudan, ait utilisé des médailles bénites en argent qui se trouvaient sur son chapeau, les a fait fondre chez le forgeron avant de tuer le loup-garou. Mais il n'y a pas de trace écrite d'époque de ça. Le mythe du loup-garou intègre la personnalité, la puissance et la sauvagerie du loup, mais aussi sa fidélité et le fait qu'il travaille en meute et en groupe. Le loup-garou se retrouve bien entendu dans toutes les mythologies depuis littéralement l'aube de l'humanité, y compris dans des procès de sorcellerie, puisqu'il y a eu des procès de loup-garou. À ce moment-là, le loup-garou était, ou le lycanthrope, était considéré comme une maladie mentale. La transformation physique n'était pas nécessairement assurée. Maintenant, le Surnatium contient d'autres histoires aussi étranges, d'autres objets aussi fascinants, mais ce sera pour une prochaine fois.